Ça, c'est vrai, ça. Non, c'est faux. Le sanglier. C'est vrai et faux. Si on parle d'une espèce nuisible, ça signifie que c'est une espèce qui nuit soit à l'économie, soit à l'environnement, soit qui nuit de manière sanitaire. Le sanglier peut devenir nuisible en cas de surnombre. Pourquoi ? Parce que de fait, il sort des forêts, il va manger dans les champs, il s'approche des villages, il s'approche des villes. Donc il représente un risque d'agressivité, bon ça c'est mineur, mais un risque de collision avec les voitures, potentiellement un risque sanitaire aussi par surconcentration de sangliers. Donc comme un peu toutes les espèces envahissantes, je préfère ce terme-là, en fait c'est pas la présence de la bestiole qui est gênante, c'est bel et bien son surnombre. Hein. C'est la même chose que les rongeurs en ville, c'est pas le problème des rongeurs en eux-mêmes, c'est le fait qu'ils soient en surpopulation qui commence à poser des problématiques sanitaires, des problématiques économiques, des problématiques d'image. Alors, deuxième espèce, la fourmi. C'est vrai et faux, parce que, je vais peut-être faire pas mal de vrais et faux aujourd'hui. Ça dépend dans quel milieu elle évolue. Hein, la fourmi peut devenir envahissante si elle se développe dans les maisons, dans les cultures, mais pour autant on a beaucoup d'espèces de fourmis qui ne sont pas dérangeantes pour l'homme. Pourquoi ? Parce qu'elles vivent en forêt, elles ont un cycle complètement indépendant de l'homme et donc elles ne posent pas de problème. Elles vont commencer à poser des problèmes quand elles vont s'attaquer au bois, hein, les fourmis charpentières par exemple, quand elles vont s'attaquer au réseau électrique et quand elles vont s'attaquer aussi à la santé de l'homme. C'est le cas de cette fourmi électrique qui vient d'arriver en France, qui devient invasive et qui pose des problèmes de santé publique parce qu'elle est agressive avec l'homme et avec les structures. Donc à partir de ce moment-là, on peut considérer que la fourmi peut devenir nuisible à l'homme quand elle est en surnombre dans son environnement. Est-ce que le renard est un nuisible également ? Alors j'ai plutôt tendance à dire faux. Pourquoi ? Parce que historiquement on a considéré que le renard était un nuisible parce qu'il consommait du gibier au détriment des chasseurs. Aujourd'hui on a quand même beaucoup revu notre copie, en tout cas moi, mon opinion c'est que c'est pas un nuisible. Pour la raison que le renard participe à la régulation notamment des micro-mammifères en extérieur et notamment des rongeurs autour des bâtiments. Donc j'ai plutôt tendance à me dire, si on exceptait l'exercice de la chasse, on a plutôt tendance, et j'ai plutôt tendance à considérer que le renard est un allié de l'homme parce qu'il régule les petits rongeurs. Quand on regarde le contenu alimentaire du renard, c'est beaucoup de petits rongeurs, des fruits, des vers de terre, et puis effectivement des espèces gibier quand elles sont trop faciles à attraper, hein, c'est-à-dire quand on lâche des oiseaux par exemple, le renard il s'amuse, et c'est bien normal. Autre espèce, la mouche. Alors la mouche, pareil, beaucoup d'espèces de mouches qu'on ne connaît pas, donc j'ai plutôt tendance à dire vrai-faux. Ça dépend du milieu dans lequel elle se développe. La mouche est un allié de la décomposition de la matière organique, hein, c'est la raison pour laquelle quand on a un cadavre, ça attire les mouches parce que le cadavre émet ce qu'on appelle les acides aminés volatiles, et donc c'est-à-dire tout ce qui est émis dans l'air suite à la décomposition de la viande par exemple, et donc les mouches viennent pondre dessus pour faire naître leurs larves qu'on appelle les asticots, qui vont consommer directement ce qui est en train de se décomposer. Et donc par la même occasion, les mouches vont transporter des pathogènes forcément, puisqu'elles vont être en contact avec des surfaces en dégradation, et donc elles vont transporter sur leurs pattes, transporter sur leur corps, ou dans leur organisme des pathogènes qu'elles vont à certains moments pouvoir transmettre à l'homme. Donc quand elles sont dans la proximité de l'homme et quand il y a une invasion, en élevage par exemple, eh bien la mouche constitue une menace essentiellement sanitaire. Pourquoi ? Parce qu'elles vont fortement se développer par exemple dans les bergeries ou dans les étables, et donc vont transmettre des maladies aux vaches qui sont là ou aux moutons. Et donc à cette occasion-là, les mouches, en plus d'être gênantes pour les salariés qui travaillent dans ces élevages, elles vont transmettre des pathogènes aux animaux. On l'a longtemps accusé d'être à l'origine du Covid. Est-ce que la chauve-souris est un nuisible ? Alors c'est faux. Hein, la chauve-souris n'est pas un nuisible. D'ailleurs, c'est un mammifère, c'est pas un oiseau. On a longtemps considéré la chauve-souris comme un nuisible à cause de toutes les histoires de vampires qu'on raconte autour de la chauve-souris, des chauves-souris qui sont mangeuses, qui sont hématophages, donc mangeuses de sang. Il y a quelques espèces qui sont hématophages, c'est loin d'être la grande majorité. Les chauves-souris, pour moi, sont plutôt un marqueur de santé des écosystèmes. Il faut protéger les chauves-souris, d'ailleurs elles sont protégées en France, les chauves-souris, et elles participent à la régulation des densités d'insectes, notamment des densités de moustiques. Et donc à ce titre-là, la chauve-souris étant un vrai indicateur de la santé environnementale, il est nécessaire de protéger les chauves-souris. Pourquoi les chauves-souris sont en danger ? Parce qu'on a une régression des populations d'insectes
dans certains milieux, notamment en agriculture. Et donc la conséquence directe, c'est la régression des populations de chauves-souris qui ne trouvent plus assez à manger. Donc non, les chauves-souris ne sont pas des nuisibles, et il faut absolument les protéger, voire même les favoriser. C'est pour ça que j'encourage en permanence les professionnels de l'hygiène à mettre des nichoirs à chauves-souris, en tout cas à mettre des abris à chauves-souris sur les lieux, parce qu'il faut savoir privilégier ces espèces-là. La belette. Alors la belette, petit mustélidé, de cette grande famille de la fouine, de la martre et autres, petit mustélidé, la belette n'est certainement pas une espèce nuisible. La belette, elle participe à la régulation des populations de rongeurs, notamment en milieu agricole. Et donc la belette est aussi un marqueur d'identification et un marqueur d'identification de la santé environnementale, de la santé des milieux. Et donc de forte densité de belettes signifie forte densité de rongeurs, forte régulation des rongeurs, et signifie écosystème en pleine santé. Donc non, la belette n'est pas une espèce. Alors, on sait que le rat est un nuisible, mais est-ce que la souris en est un aussi? Alors même chose, alors ça dépend déjà quelle espèce de souris, il y a beaucoup d'espèces de souris. La souris grise qu'on connaît chez nous, alors on a deux espèces principalement en France, la souris Mus musculus domesticus, et puis une toute petite souris qui est 2 fois plus petite que la normale, qui s'appelle Mus musculus stretus, qu'on appelle la souris à queue courte. Ces espèces deviennent nuisibles à partir du moment où elles colonisent des milieux humains, voire des milieux alimentaires, des restaurants, des grandes surfaces. Elles sont peu nuisibles sur le plan sanitaire parce que la souris transmet peu de pathogènes par rapport au rat, donc peu de maladies par rapport à ce qui est capable de transmettre le rat. Elles deviennent gênantes quand elles s'attaquent au circuit électrique, et donc ça peut être la cause d'incendie, mais elles peuvent être gênantes également pour une question d'image. C'est vrai que vous vous promenez dans un supermarché, vous avez une souris qui traverse dans un rayon, ça donne une mauvaise image, et d'ailleurs on a plein de vidéos qui circulent dans l'actualité qui montrent des souris qui sont en train de manger des gâteaux dans des vitrines de boulanger. De facto, ça a un impact important sur l'image de marque de la boulangerie en question ou du supermarché en question. Donc oui, les souris peuvent être gênantes en fonction des lieux dans lesquels elles se trouvent et de niveau de population. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va en élevage par exemple, si on a des milliers de souris dans un élevage, on va se dire « Ah bah cet élevage sur le plan sanitaire, il n'est pas très entretenu ». Par contre, la présence de souris n'a rien à voir avec une quelconque dégradation sanitaire d'un lieu. Donc c'est une fois de plus une question de nombre. Un oiseau, cette fois-ci, la pie. Alors la pie, non, on ne peut pas forcément dire que ce soit une espèce nuisible. Par contre, c'est une espèce opportuniste. La pie est très territoriale. Un couple de pies, vous les verrez toujours à peu près au même endroit. Et la pie est tellement opportuniste qu'elle va se nourrir de plein de sources de nourriture, dont des oisillons, dont des petits canards, dont un certain nombre d'espèces qui posent des problèmes à l'homme. Mais si la pie elle est intégrée dans son environnement, eh bien elle n'est pas forcément beaucoup plus nuisible que d'autres espèces. Du côté de la chasse, le loup. Alors le loup, même chose, vrai-faux. On ne peut pas forcément parler d'une espèce nuisible, c'est une espèce qui vient mettre le bazar dans un écosystème qui était confortable, qui était l'élevage, en montagne notamment, avec des éleveurs qui s'étaient habitués à ne plus avoir de chiens de défense et à plus forcément rester dans les troupeaux le soir. Ils pouvaient rentrer chez eux tranquillement, laisser leur bête paître et se reposer la nuit en montagne. Le loup arrivant, il va sur des proies faciles. Un mouton, c'est beaucoup plus facile à capturer qu'un chevreuil, donc en fait le loup se spécialise sur le mouton. Et donc je dirais que le loup devient nuisible à partir du moment où il se spécialise sur le mouton. Si un loup est dans un écosystème complètement naturel et qui n'a pas accès aux moutons, eh ben, les populations vont quand même s'auto-réguler par manque de proie. Si par contre on apporte un système alimentaire au loup qui s'appelle le mouton, alors là, le loup, comme tous les prédateurs, qui va à l'économie, il va plutôt aller taper des moutons qu'aller taper des chevreuils, et donc à partir de ce moment-là, il devient nuisible au système économique de l'élevage. Avant-dernière espèce, le lapin de Garenne. Alors le lapin, vrai-faux, pareil, pourquoi c'est pas forcément un nuisible? C'est parce que le lapin est en pied de chaîne alimentaire, il constitue la ressource alimentaire de beaucoup d'autres espèces, le renard, la fouine certaines fois, la martre, et puis d'autres prédateurs. Maintenant, une fois de plus, comme toutes les espèces envahissantes, à partir du moment où on déstabilise son environnement, eh bien, il y a des situations dans lesquelles il disparaît, et puis des situations dans lesquelles il pullule. Et c'est bel et bien la pullulation de lapins qui devient problématique, c'est le cas en Australie notamment, ou bien sur les périphériques parisiens, vous avez des lapins partout, dans les bases aériennes. Et donc, à partir du moment où il pullule, il fait beaucoup de dégâts. Le lapin, il est herbivore strict, donc il ne mange que de l'herbe.
Et à partir du moment où il pullule, il est capable de déformer une route par ses terriers, de déformer des ouvrages hydrauliques, et puis de créer des dégâts, et avec ses terriers d'occasionner des fourbures chez les animaux ou des vaches par exemple qui se cassent un membre, en ayant mis le pied dans un trou de lapin, dans un trou de ragondin par ailleurs. Donc une fois de plus, on ne peut pas dire que le lapin est nuisible, c'est une espèce qui participe à la chaîne alimentaire dans un écosystème normal. Le problème, c'est quand on ne le régule pas et qu'il est dans un écosystème qui va lui permettre de pulluler. C'est là qu'il va devenir nuisible. Et enfin, dernière espèce, l'araignée. Alors là, je dirais non, hein, c'est faux. L'araignée n'est pas un nuisible. Une fois de plus, c'est l'inconscience collective qui nous dit qu'on a peur de l'araignée parce que c'est ce qu'on nous a enseigné depuis tout petit. L'araignée, je dirais, dans une maison est signe de bonne santé de la maison parce que l'araignée, elle se nourrit essentiellement d'insectes, hein, puisque l'araignée n'est pas un insecte. Elle se nourrit d'insectes principalement, donc effectivement, techniquement, l'araignée n'est pas une espèce nuisible parce qu'elle se nourrit d'insectes, donc elle va vous aider à réguler la densité d'insectes chez vous dans un certain nombre d'autres écosystèmes, pour peu que ce ne soit pas forcément une espèce très venimeuse. Hein, on a tous en tête le cas des espèces venimeuses en Australie, notamment avec la veuve noire par exemple. Bon, les araignées qu'on trouve localement en France dans nos maisons ne comportent pas de danger d'envenimation et participent par ailleurs à la régulation des insectes. Maintenant, c'est sur l'émotion humaine. L'émotion humaine nous dit si je vois une araignée, je l'écrase parce que ça me fait peur. Et donc en fait, on a une image de l'araignée complètement déconnectée de son utilité dans l'écosystème. Je te remercie Romain et à très vite pour un nouveau Vrai Faux. Avec plaisir. Ça c'est vrai ça. Non, c'est faux.